Nous allons aborder maintenant la deuxième partie, une partie plus pratique, quoique la première partie l'était, mais on va essayer de rentrer dans les phénomènes de l'addiction et surtout, au-delà de comprendre, c'est quelles sont les clés pour sortir de l'addiction. Parce que comprendre quelque chose, ce n'est pas le plus compliqué, mais après, comment réellement avoir les clés pour trouver la guérison et se reconstruire, c'est également un point qui est très important. Alors, avant de démarrer, comme c'est une partie aussi qui inclut la partie spirituelle, on va prier pour demander la présence de Dieu. Tendre Père, nous te remercions encore de cette joie que nous avons de nous réunir à nouveau et nous te demandons non seulement ta présence, mais également le Saint-Esprit, parce que nous avons vu dans notre première partie que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Et nous avons tous besoin d'être consolés, parce que la Bible nous dit que nous avons tous été coupés, nous avons perdu cette connexion avec toi, et par le Saint-Esprit, nous pouvons retrouver cette intimité avec toi, et c'est pour ça que nous réclamons sa présence, pour que ce ne soit pas simplement des paroles, pour que ça ne soit pas simplement quelque chose de pratique qui s'arrête au côté émotionnel seulement, mais qui rentre aussi dans une dimension où nous avons les clés pour sortir définitivement des addictions. Alors conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Alors comment se créent les mécanismes de l'addiction? Donc on a ici une définition officielle. L'addiction, c'est une affection cérébrale dont on commence à connaître les mécanismes grâce aux nombreuses études réalisées sur les animaux, donc rats, souris, singes, et également sur l'homme via les techniques d'imagerie comme l'IRM fonctionnel et l'IRM structurel. L'imagerie permet d'étudier in vivo les modifications cérébrales associées à l'usage de substances, et on va voir quelques exemples juste après. Alors, comment se crée une addiction? Je vais vous mettre une petite vidéo qui montre comment, alors qu'on croit bien faire, mais qu'on est complètement dépassé, comment peut se créer une addiction tout jeune. Et ça peut peut-être interpeller ceux et celles qui ont déjà eu des enfants ou ceux et celles qui en veulent pour montrer que ce n'est pas forcément la meilleure éducation ou les meilleurs principes que l'on peut donner à un enfant. Voici. Qu'avons-nous? Crise cardiaque. 1m75, 136 kg, 32 ans. Comment cela a-t-il pu arriver? Et on va voir que tout au long de la vie d'une personne, comment les choses se sont faites pour conditionner l'enfant tout petit. Et plus tard après. Vous pourrez développer le diabète. Il faut faire des changements. Et on revient en arrière. Vous voyez le système de récompense? Ce n'est pas bien pour son avenir. Je sais, c'est la seule chose qui le calme. Le futur de votre enfant ne doit pas ressembler à ça, ni le vôtre. Il est encore temps de changer les mauvaises habitudes que les enfants gardent à l'âge adulte. Vous voyez comment, tout petit, on peut conditionner l'enfant avec un système de récompense. En disant, c'est bien mon enfant. Et paf, qu'est-ce qu'on donne? Une sucrerie. Et l'enfant va associer quelque chose de bien ou le fait d'avoir une récompense avec le sucre. Et cette association se développant, à chaque fois qu'il y a une frustration, on prend du sucre parce que c'est un système de récompense. Et la mère qui est peut-être une mère célibataire, est complètement démunie et finalement, lorsque l'enfant fait une crise, elle lui sert ce que l'enfant veut uniquement pour le calmer. Ça peut être des frites, ça peut être du McDo, ça peut être des sucreries, etc. Et on voit que, très jeune,
eh bien, le cerveau de l'enfant va se conditionner avec ses réflexes. Frustration, compensation avec la nourriture, avec du sucre ou avec des jeux vidéo ou avec la télé ou avec... Et après, les choses, malheureusement, ne s'améliorent pas. Notre cerveau eh bien, est constitué de plusieurs parties. Il y a sur la partie avant ce que l'on appelle le lobe frontal. Et le lobe frontal, on pourrait appeler ça la citadelle, la tour de notre esprit. C'est vraiment la tour de contrôle et c'est un endroit qui est l'endroit clé. Si on était en guerre et que, alors ça peut arriver dans certains pays où on se dit, voilà, on veut faire un coup d'État, ben, le coup d'État, il faut prendre la chaîne de télé, ministère, les communications, l'armée, voilà, il y a des centres névralgiques. Eh bien, si on était en guerre, si vous avez le lobe frontal de votre ennemi, vous avez gagné la guerre. Donc, pourquoi? Parce que le lobe frontal, c'est ce qui va être capable, c'est le centre de contrôle, mais c'est ce qui va nous aider à résoudre les problèmes. C'est notre capacité de raisonnement. Et c'est ce qui permet de filtrer et également de juger les choses, si elles sont bonnes ou mauvaises. Donc, c'est un endroit qui est très important parce que le lobe frontal va agir sur notre caractère, sur la manière dont on discerne les choses. Notre spiritualité est impactée par le lobe frontal, la moralité, mais notre volonté aussi. Le raisonnement, la conscience, jugement, la capacité à prendre des décisions, prière et adoration, l'obéissance, l'empathie et l'altruisme. Vous voyez que ce n'est pas une mince affaire, c'est vraiment un endroit qui est clé et le fait d'avoir un lobe frontal qui ne soit pas en fonctionnement optimal, ben vous voyez toutes les répercussions qu'il y a derrière. Donc, une altération du lobe frontal, c'est précisément la caractéristique de toute addiction. Waouh! Donc, eh bien, l'objectif, c'est comment remettre en avant ou comment restaurer ce lobe frontal. Pourquoi c'est important? Parce que le 13 septembre 1848, on a une expérience intéressante mais triste malheureusement avec cet homme qui s'appelle Phineas Gage. Phineas Gage travaillait eh bien, sur la construction des chemins de fer et alors que des fois il fallait faire exploser des pans de montagne ou des rochers qui gênaient le passage du chemin de fer, eh bien, lui avait la responsabilité, une fois que le trou était percé, qu'on avait mis une poudre pour faire exploser la roche, ensuite on mettait du sable pour tasser. Et lui, avec une baramine, à chaque fois, tassait pour être sûr que eh bien, l'explosion soit suffisante pour détruire un rocher ou un objet qui gênait. Et un jour, ce 13 septembre 1848, eh bien, Phineas Gage fait le même geste qu'il avait l'habitude de répéter. Il tasse, mais sauf que la personne avant n'a pas mis suffisamment eh bien, de sable. Vous imaginez ce qui se passe, c'est une étincelle et donc une explosion. Et donc, cette explosion va projeter la baramine eh bien, et va transpercer son visage, va rentrer par la partie au niveau de l'œil et va ressortir de l'autre côté. Il y a même un documentaire qui a été fait là-dessus. Et cette baramine va être projetée des mètres plus loin. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'avant cet incident, Phineas Gage était vraiment un père modèle. Père de famille qui prenait soin de sa famille, de ses proches, quelqu'un d'engagé au niveau social, qui avait des valeurs morales. Et le jour où cet accident a eu lieu, il s'est mis à boire, il est devenu violent, il jurait, ce n'est plus le même homme. Et on a compris eh bien, qu'une altération du lobe frontal amenait un changement de la personnalité. Donc, des études ont démontré que les personnes avec des dommages du lobe frontal éprouvent un déclin, une baisse de leur moralité, une perte d'amour pour la famille avec une perte d'empathie, donc cette capacité à comprendre la souffrance des autres, une diminution de la capacité du raisonnement abstrait et un manque de contrôle de soi, donc orgueil, agressivité. Ah, vous allez me dire, quand on voit notre monde, tout le monde a le lobe frontal endommagé. Eh bien, malheureusement, c'est le cas. Beaucoup.
Les maladies provoquées par des dommages du lobe frontal incluent des désordres maniaques, obsessionnels, désordres d'hyperactivité, de déficit d'attention, dépression et un appétit accru. Tout cela est perturbé. Ce qui va endommager le lobe frontal, eh bien, ce sont certains types de médicaments, l'alcool, le tabac, la nicotine donc, la caféine, le chocolat, la viande également, la viande rouge notamment, les films violents, certaines musiques, le manque d'exercice et le manque de repos. Alors vous allez me dire, mais la musique, est-ce que la musique peut endommager? Oui, la musique peut endommager le lobe frontal. J'en suis d'ailleurs un exemple vivant, puisque dans mon adolescence, j'ai écouté de la musique hard rock pendant des années, et je me suis rendu compte que c'était le meilleur moyen pour détruire son lobe frontal. Aujourd'hui, les dernières techniques de torture des Américains, ce n'est plus de torturer physiquement une personne, c'est de le mettre dans une pièce complètement insonorisée, avec de la musique hard rock pendant des heures, et c'est la meilleure torture qui existe, entre guillemets, la meilleure, vous m'avez compris. La musique est un instrument à double tranchant. Et aujourd'hui, si ça vous intéresse, la musique a une capacité de reconstruction. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque je me suis converti, naturellement, je me suis mis à écouter la musique qui est la seule capable de restaurer ou de reconstruire le lobe frontal. C'est la musique baroque. Intéressant. Ah oui, on peut passer du hard rock à la musique baroque. C'est un grand écart, mais c'est une musique qui a une fréquence très particulière et qui reconstruit eh bien, le cerveau. Un simple exemple, le café, c'est 33% du lobe frontal en moins. C'est des études qui ont été faites par des spécialistes au niveau mondial, notamment eh bien, un médecin qui s'appelle Need Nedley, qui a 80-90% d'efficacité sur le traitement de la dépression, et il dit, eh bien, le café, c'est 33% de la capacité du lobe frontal en moins. Alors moi, je ne sais pas vous, mais 33% de ma capacité à discerner, à prendre des décisions, aller de l'avant, je ne peux pas m'en passer. Donc après, ça dépend où vous mettez le curseur. C'est toute une question de priorité. Alors on a une étude qui est très intéressante, vous voyez. Cette étude, alors j'ai traduit en français mais elle est en anglais, impulsivité, lobes frontaux et risque de dépendance. Waouh, intéressant, regardez. Cette étude indique que l'impulsivité est l'une des caractéristiques des personnes dépendantes à différentes substances. Elles sont impulsives. Une tentation leur paraît attrayante, alors elles veulent la satisfaire. Je ne sais pas si, par exemple, je sais pas, le dernier iPhone sort, il y a plein de gens qui disent il le faut. Et on a la queue lorsque le dernier iPhone sort. Il y a eu, il y a quelque temps déjà, une promo monstre sur le Nutella. Les gens se tapaient dessus littéralement pour dévaliser la palette de Nutella qui était en promo à je ne sais plus combien de pourcents. Vous voyez, c'est ça. C'est à un moment donné, on se satisfait dès qu'on a acquis l'objet. Donc, ça fait monter ce qu'on appelle la dopamine. C'est le système de récompense. Le système de dopamine monte, pof, mais après le problème c'est qu'il redescend. Donc il faut à chaque fois trouver quelque chose de nouveau. On va décortiquer tout cela dans un instant. L'impulsivité donc est une caractéristique de la dépendance. Mais intéressons-nous maintenant au lobe frontal et à la dépendance. Le lobe frontal est le centre de ce que les chercheurs appellent les fonctions exécutives, qui font partie des processus mentaux qui permettent de contrôler donc notre comportement. Elles contribuent au contrôle des impulsions, sont liées à la pensée abstraite, planification, concentration, motivation. On vient de le voir. En matière de fonctions exécutives, il est évident que le contrôle des impulsions est primordial. C'est un domaine où les personnes dépendantes mènent un combat acharné. Donc, alors, c'est un enjeu sur cette concentration, cette capacité à prendre des décisions, mais les bonnes, donc il faut le discernement. Et donc, lorsque je suis stressé, eh bien, j'ai envie de faire ceci, cela, mon esprit vagabonde, j'ai envie voilà, je me focalise sur quelque chose, et il est difficile de contrôler ces impulsions. C'est un élément clé par rapport aux personnes qui sont aux prises avec une addiction ou une dépendance, mais aussi pour notre concentration. Parce qu'une personne qui a des difficultés avec le lobe frontal aura du mal à se concentrer. On voit ici toute une série de mécanismes complètes, donc plein de mécanismes complets, pardon. L'installation d'une addiction implique au moins 3 mécanismes. Une augmentation de la motivation à consommer une drogue ou l'addiction en question, hein.
Ça peut être, on a vu, il n'y a pas besoin de substance pour être addict. Donc c'est ce qui amène une recherche de plaisir. Deuxièmement, c'est un état émotionnel négatif, intéressant. Donc c'est en quelque sorte la recherche d'un soulagement. Parce qu'on a un mal-être et on veut le soulager. Donc le réflexe, c'est de se dire, il y a cette substance qui va me soulager. Sauf qu'on fait un mauvais calcul, le soulagement est très éphémère et forcément il faut une répétitivité. Et je dirais à un moment donné, c'est non-stop pour être soulagé en permanence. Et c'est une diminution de la capacité à se contrôler. Donc, la perte de contrôle de la consommation. Et l'addiction démarre essentiellement avec le plaisir qui est généré par la substance addictive ou l'objet addictif. Et cette sensation est due donc il y a des modifications électrochimiques qui s'opèrent au sein même de notre cerveau et qui viennent en réponse à la consommation de la substance. Et on observe en particulier la libération d'un neurotransmetteur qui maintenant aujourd'hui je pense est assez connu, qui est appelé la dopamine, qui est appelée la molécule du plaisir ou de la récompense, dans ce que l'on voit ici, le noyau accumbens. Hop là, ici en haut à gauche. Donc il y a tout un phénomène au niveau du cerveau. Et on va voir des éléments très intéressants. Regardez cette petite vidéo qui permet d'illustrer voilà, le bonheur, mais bonheur éphémère. Hein. Énormément de sérotonine. L'anxiété, zéro sérotonine. Et voilà, dépression. Et vous voyez l'amour. Waouh, là, tout est plein. Vous voyez comment une alchimie, entre guillemets, de neurotransmetteurs amène un comportement ou un autre. C'est intéressant de voir que eh bien, notre état est conditionné par la présence ou l'absence ou le surdosage de certains neurotransmetteurs. Waouh! Et là, on va voir ce qu'il en est. Ok, le fonctionnement des neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs, ce sont des éléments qui permettent aux neurones de communiquer entre eux. Vous voyez, vous avez un neurone 1, un neurone 2, et la communication entre les deux, interneurones, se fait avec ces neurotransmetteurs. Par exemple, la sérotonine, qui est connue, c'est l'hormone du bonheur. Elle nous apporte le bien-être, la stabilité de l'humeur. La dopamine, c'est l'élément, donc, c'est ce qui va jouer sur tout le système de récompense. Satisfaction, défi, motivation, récompense. L'ocytocine, l'amour, la confiance, l'empathie, c'est ce que la femme va transmettre à son bébé par le premier lait qui va permettre, et ce contact, c'est tout ça qui permet d'avoir de l'ocytocine au niveau du bébé. La mélatonine, sommeil, horloge biologique, et l'endorphine, endurance, antidouleur, plaisir et bonheur. Donc, vous voyez, tout ça, c'est une recette avec des ingrédients. Je ne sais pas si demain, je vous dis, on va faire telle recette ou tel dessert, et je vous donne les ingrédients, mais sans vous donner le poids et le volume de ces ingrédients. Excusez-moi, mais il va y avoir je dirais de desserts finis, il va y avoir autant que de personnes, parce que chacun va doser différemment. Au niveau des neurotransmetteurs, on ne peut pas se permettre de jouer à n'importe quoi. Il y a un dosage savant qui doit nous permettre de garder un équilibre sans que l'addiction vienne s'installer. Donc on vient de le voir, le système de récompense se fait au travers de la dopamine, qui est ce neurotransmetteur, l'hormone du plaisir, et on voit qu'il va y avoir tout un système pervers qui, lorsqu'il n'y a pas assez de dopamine, se met en place, parce qu'il manque quelque chose. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Un seul neurotransmetteur vous manque et tout est dépeuplé. C'est ça la réalité. Alors regardez, pour comprendre un petit peu, selon les études sur les cobayes de laboratoire, donc les rats, hein, les animaux ayant un fort taux de dopamine n'hésitent pas à escalader un mur pour rejoindre de l'autre côté une belle quantité de nourriture, tandis que les animaux qui ont un faible taux de dopamine
se contente de moins de nourriture, mais sans effort. Donc, vous voyez, la dopamine est importante parce qu'elle nous permet aussi d'aller de l'avant, de prendre des risques, mais pas des risques qui sont complètement inconscients, mais où on a un dosage, où on calcule et on se dit, ok, je prends ce rythme et je sais que eh bien, je ne me mets pas en danger. La dopamine, elle sert à booster notre motivation. Donc vous voyez qu'elle est importante. Elle sert à impacter notre bonne humeur, la libido, l'envie de faire du sport, de travailler, de bouger, d'agir. Donc elle est très importante. Et si on manque de dopamine, qu'est-ce qui va se passer? On est mou, tout flagada, tout mou. On va compenser parce qu'il manque de quelque chose. Et donc forcément, eh bien, le corps va vouloir quelque chose pour compenser. Et c'est là où s'installe l'addiction. On va manger du sucre, plus de gras, on est affalé, on n'est pas motivé, on n'a pas envie de bouger, de sortir, de s'aérer, on est replié sur soi, apeuré, craintif. Et on est donc forcément une proie face à toutes les fringales, face au manque de contrôle alimentaire, on grignote et on a tendance à rechercher des stimulants permanents. Et des fois, c'est la course aux stimulants parce que l'un en appelle l'autre, et puis à un moment donné, on devient, je dirais, l'élément addictif ne suffit plus. Il faut passer à autre chose. Alors comment l'alimentation de mauvaise qualité réduit notre taux de dopamine? Il a été démontré que le sucre, produits sucrés, caféine, alcool, pour ne citer que, provoquait des déficiences en dopamine dans le cerveau. D'où le besoin d'en consommer toujours davantage pour obtenir une satisfaction équivalente. Alors que les aliments sains comme les légumes, les fruits frais notamment, donc, protègent au contraire les cellules du cerveau et facilitent les échanges entre neurones. Raison pour laquelle nous n'avons pas besoin d'en manger toujours plus pour un plaisir équivalent. Plus largement, donc un bon statut, un bon équilibre, un bon apport en vitamines, en minéraux, en nutriments en règle générale, acides aminés. On va aborder dans un instant les probiotiques, les prébiotiques, les postbiotiques, les fibres. Tout ça participe à notre équilibre en dopamine, notamment en étant bénéfique pour l'intestin. Juste pour que vous gardiez une image, les neurotransmetteurs ne sont pas répartis de la même manière. La dopamine, parce qu'aujourd'hui on sait qu'on a 2 cerveaux, voire 3, avec un petit cerveau au niveau du cœur, mais on va dire un cerveau principal ici, un cerveau principal ici. La dopamine est répartie à 50-50. Donc on voit déjà l'impact de l'alimentation sur l'apport en dopamine. Mais la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, 5%, 95%. Donc c'est notre alimentation qui va déterminer notre bien-être. Waouh, je ne sais pas si vous voyez, c'est colossal. Donc nos choix alimentaires vont déterminer de notre bien-être, de notre mental, de notre morale et bien de notre capacité à être addict ou pas. On arrive au microbiote parce que c'est la clé. Ça fait 10-15 ans qu'on étudie le microbiote et de plus en plus, j'ai des milliers de pages sur le microbiote tellement c'est un domaine qui est passionnant. Et en travaillant concrètement sur le microbiote, je travaille énormément avec des gens qui sont en grosse dépression, y compris avec des médicaments, des choses très très lourdes, quel que soit le type de dépression, de l'autisme, des cas vraiment très très lourds sur des problèmes de gestion des émotions. Les retours sont assez bluffants. Ça ne marche pas à 100%, mais j'ai eu récemment des cas. Alors en étant en Afrique, j'ai vu en quelques jours des retours assez spectaculaires sur la gestion des émotions. Et en France, j'ai eu le cas d'une personne qui venait de tomber en dépression, entre guillemets, et qui eh bien, a pu en quelques jours, heureusement, ça faisait quelques semaines qu'elle avait démarré un traitement, elle a pu arrêter tout de suite, parce qu'on a retravaillé sur le microbiote. Et le fait de retravailler sur le microbiote, paf, ça l'a sorti, en 5 jours, c'était terminé. Incroyable. J'ai eu le cas de sa petite fille, parce que quand elle a vu comment eh bien, ça l'avait aidé, elle a tout de suite donné ça à sa petite fille qui avait fait une tentative de suicide. Et en quelques jours, même en une semaine, la petite fille maintenant a pris un billet pour aller en Grèce, pour voyager toute seule, etc. Mais sa grand-mère lui dit mais c'est plus la même. Donc travailler sur le microbiote, c'est un élément clé.
Aujourd'hui, à peu près, c'est des centaines de personnes qu'on a traitées avec. Il y a des retours qui sont vraiment encourageants parce que c'est le chef d'orchestre de tout ce qui va jouer sur la gestion des émotions. Il n'y a pas que ça. Vous voyez, le microbiote est le vrai chef d'orchestre du corps humain. Donc, jusqu'où sommes-nous? Eh bien, prêts à aller pour protéger ce chef d'orchestre. C'est un élément important. Donc, les bactéries influencent-elles notre comportement? Alors regardez, une équipe de chercheurs de l'INRA, donc l'Institut français de recherche agronomique, a démontré que chez les rongeurs, eh bien, la réponse est positive. L'expérience est simple. Et regardez cette expérience parce qu'on peut la transposer tout à fait au niveau de l'humain. D'un côté, donc, on a un groupe de rats nés, élevés dans un milieu stérile, donc avec un tube digestif qui est exempt de bactéries. De l'autre, des animaux qui ont grandi à l'air libre, qui ont développé un microbiote normal. Placés dans des conditions identiques, les deux groupes n'ont pas réagi de la même manière. Les premiers ont adopté donc un comportement à risque, alors que ceux qui ont un microbiote normal ont été beaucoup plus prudents lorsqu'on les met en face d'une situation qui est peut-être dangereuse pour eux. Vous voyez, donc là, on ne prend pas conscience du risque. Mais là, ceux qui ont un microbiote normal, ils ont été plus prudents, comme si les bactéries les avaient protégés contre une trop grande prise de risque face au danger. Mais ce n'est pas terminé. Les chercheurs ont interverti le microbiote de deux groupes de rongeurs. Les rats d'une lignée docile sont devenus plus agressifs quand on leur a transplanté les bactéries de la lignée agressive. Donc le changement du microbiote a changé le caractère et le comportement. Ça veut dire que si vous changez votre microbiote, vous allez changer votre caractère et votre comportement. Et l'expérience a fonctionné dans le sens inverse. La lignée agressive s'est adoucie avec les bactéries des rats dociles. Si l'on ne sait encore expliquer par quel mécanisme le microbiote intestinal peut moduler le comportement, ces observations posent la question de l'influence des bactéries sur le caractère. Et ça, je pense que c'est un élément clé lorsqu'on fait face à une addiction. C'est-à-dire de rééquilibrer le microbiote. Si ça vous intéresse, on peut échanger par mail ou par téléphone, parce que c'est aujourd'hui déterminant pour retrouver un équilibre et une gestion des émotions face aux problématiques que l'on peut rencontrer. Pourquoi c'est important? Parce que dès qu'il y a une dysbiose, c'est un dysfonctionnement intestinal. Okay, une dysbiose peut impacter jusqu'à 100 pathologies. Waouh! Un simple dysfonctionnement intestinal, c'est 100 maladies qui peuvent découler de ce dysfonctionnement-là. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est le chef d'orchestre, parce que c'est ça qui va gérer en partie notre comportement, mais c'est en même temps ce chef d'orchestre qui va générer, qui va un petit peu superviser tout le système immunitaire, et donc ça va impacter donc tout ce qui est système inflammatoire, toutes les maladies type cancer, santé digestive, maladies cardiovasculaires, l'immunité donc, métabolisme et diabète, et, c'est là où je travaille le plus, tout ce qui est santé mentale et neurologique, donc tout ce qui est gestion des émotions, troubles de l'humeur, anxiété, autisme, dépression, fatigue chronique, stress, HPE, HPI. J'ai un fils qui est HPI et qui, grâce à ça, en quelques jours, il y a eu un avant et un après. J'ai le fils d'une amie qui aussi, alors lui c'est un petit peu plus long, voilà, plus un terrain autisme Asperger, et ça a été magnifique. Il y a un avant et un après. Parce que le problème souvent, dans ce genre de cas, c'est qu'on s'isole, et à un moment donné, si on ne trouve pas la clé pour sortir, on va rester isolé toute sa vie. Donc le microbiote est c'est pas le seul, mais c'est l'un des outils clés pour pouvoir faire un travail de fond. J'ai un livre, c'est Springer, pour ceux qui sont dans le domaine médical. Springer, c'est une maison d'édition spécialisée dans les études scientifiques. Springer a sorti toute une série sur le microbiote, microbiote et le cerveau, microbiote et vous avez toutes les déclinaisons possibles, parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers d'études sur l'impact du microbiote sur l'ensemble des pathologies. Alors le rôle du microbiote intestinal, il va jouer un rôle métabolique, qui favorise la digestion. Il a un rôle de barrière, donc c'est un bouclier contre les microbes et les toxines. Un rôle de défense, notamment par rapport au système immunitaire, et un rôle de maintenance. Et on a au niveau de la sphère intestinale ce qu'on appelle donc des jonctions serrées.
Normalement, au niveau de l'intestin, au niveau de la paroi intestinale, donc ces jonctions serrées sont rapprochées. Avec le stress, avec un choc, un trauma, avec bon, peu importe tout ce que le monde peut proposer, eh bien, il y a un écartement des jonctions serrées, ce qui fait qu'on assiste à un problème de perméabilité. Donc imaginez, c'est la passoire. Donc au lieu de retenir les nutriments, eh bien, vous avez une passoire. Donc on assiste, alors c'est pas que ça, mais beaucoup de femmes sont en carence ferrique, parce que s'il y a eu un choc ou des éléments qui, dans la vie, ont fait que les jonctions serrées ne sont plus serrées, eh bien, il faut réimperméabiliser toute la paroi intestinale pour permettre eh bien, au fer et aux autres nutriments d'être absorbés correctement. Donc c'est un rôle important. Alors je vais vous montrer, j'ai pas tous les articles sur le microbiote, mais je pense en avoir une grosse quantité. Regardez, ce titre de Science et Vie, microbiote, il peut soigner cancer, diabète, dépression. C'est pas moi qui le dis, c'est la couverture du Science et Vie. Dossier pour la science. Intestin, l'organe qui révolutionne la médecine. Anxiété, diabète, autisme, obésité, allergie. Soigné par le microbiote pour l'interrogation. Géo, le système digestif, l'intestin, une clé pour notre immunité. Quand le ventre guérit la tête. Microbiote anti-stress. Pour la science, ces bactéries qui nous gouvernent. Stress, obésité, diabète, autisme. J'ai une personne, alors moi je ne le conseillerais pas directement, qui a perdu 13 kilos uniquement en retravaillant ce microbiote. Pouh. Énorme, hein? Bon, il n'y a pas que ça, il y a le foie, il y a beaucoup d'éléments. C'est pour ça que je ne vais jamais en frontal pour dire travaillez sur votre microbiote, vous allez perdre du poids. Non, c'est bien plus complexe. Mais il y a des cas où, si c'est que le microbiote qui est déphasé, ça marche et c'est extraordinaire. Donc, voilà. Et vous aviez cet article très intéressant, quand la flore intestinale contrôlerait le stockage des graisses. Parce que ça, c'est l'un des éléments avec le foie. Bon, le foie, c'est une usine, c'est 600 réactions métaboliques, donc c'est une véritable usine. Et donc le foie, le microbiote sont des organes clés. Les maladies mentales viennent-elles du ventre? Waouh! Vous voyez jusqu'où on arrive aujourd'hui? Les vrais pouvoirs des microbiotes. Alors il n'y en a pas qu'un, hein. Il y a un microbiote ici, il y a un microbiote au niveau de la bouche, au niveau de la peau, au niveau vaginal, voilà, il y a plusieurs microbiotes. Hein. Intestin, poumon, bouche, peau, indispensable à notre santé. Une partie, voilà, ça c'est l'article, hein. Une perturbation du microbiote intestinal peut augmenter la fréquence et le risque de rechute de certains cancers. Les enfants nés par césarienne ont plus de risques de souffrir d'obésité, d'allergies, de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin que les petits nés par voie basse. Ben forcément, si vous êtes né par césarienne, il n'y a pas de microbiote. L'enfant n'a quasiment pas de microbiote. Donc c'est une catastrophe. Donc, pardon ? C'est pas la bonne voie. C'est pas le bon microbiote, pardon. Ok. Non, ça c'est sûr. Donc, on voit l'enjeu. Donc tout ce qui est nos émotions influent sur nos décisions de consommer ou non des aliments, parfois à l'encontre de nos besoins physiologiques. Voilà, donc les bactéries contre le stress, etc. Donc chez les rongeurs dépourvus de microbiote, le principal trouble observé est une hypersensibilité au stress. Donc refaire le microbiote va être déterminant pour pouvoir diminuer l'hypersensibilité au stress. La flore intestinale influe sur notre appétit. Vous voyez encore un autre article. La sévérité du Covid-19 serait liée au microbiote. Une étude intéressante qui montre que les personnes qui ont surréagi par rapport au Covid étaient les personnes qui avaient le microbiote le moins bon. Ouh. Donc, c'est intéressant. Alors, le microbiote, on voit, c'est important parce qu'il nous permet de mieux gérer nos émotions, de mieux faire face au stress. Maintenant, lorsqu'on parle de stress, on va parler du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Lorsque vous avez une contrariété, lorsque vous avez un choc, lorsque vous avez quelque chose qui fait que vous sécrétez, vous allez développer donc ce cortisol. Et des niveaux élevés de cortisol peuvent affecter de manière négative le lobe frontal. Donc l'addiction est là. Vous voyez, tout est interconnecté. Il y a addiction parce que notre capacité à gérer les émotions ne suffit pas. Et donc le cortisol va prendre le pas parce que
il y a quelque chose qui nous stresse trop, on n'arrive pas à maîtriser cela, et le cortisol va monter, et le cortisol va impacter notre lobe frontal, on n'aura pas la capacité. C'est pas qu'on ne veut pas, mais on ne peut pas littéralement. Vous pourrez faire tous les efforts du monde, c'est impossible. Votre lobe frontal ne pourra pas prendre la bonne décision. Donc il faut redénouer la pelote, comme on a vu ce matin, et retravailler étape par étape pour permettre que la gestion des émotions puisse se faire de manière correcte, afin que lorsqu'il y a un stress, eh bien, je sois préparé et je ne puisse pas surréagir et surcompenser. Vous voyez, le cortisol, il va augmenter la glycémie, boum. Il va donc amélioration de la mémoire et de l'attention. Là par contre, oui, parce qu'on surdéveloppe. Donc on se focalise sur quelque chose de précis. Augmentation de la pression artérielle, réduit le système immunitaire, diminue la sensibilité à la douleur, diminue la sérotonine, qui est un élément clé. Donc on voit que tout cela, eh bien, c'est un élément important. Alors, pour faire face à ce cortisol, si certains croient au hasard, eh bien, là encore, nous avons une preuve qui n'existe pas, parce que nous ne sommes pas le fruit du hasard. La nature, entre guillemets, a tellement bien fait les choses. Et nous savons que Dieu a créé l'homme pour vraiment être capable de supporter, d'encaisser des chocs qui sont d'une nature très violente. Prenez l'image d'une éponge. Cette éponge, elle est gorgée d'eau. Dès que vous avez un choc, l'éponge amortit, on est d'accord. Mais maintenant, vous avez choc sur choc. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et là, ça fait mal. Et donc, que se passe-t-il? Pour prendre cette image, si je reste sur cette image, c'est quoi l'éponge gorgée d'eau? Eh bien, l'éponge gorgée d'eau, c'est le magnésium. Le magnésium est là pour diminuer l'intensité, le choc ou l'impact du cortisol. Et à chaque fois qu'il y a une contrariété, le magnésium est là pour amortir. À un moment donné, il n'y en a plus. Et vous créez un état de tension dans tout le corps. Tension d'abord au niveau des trapèzes. Ah, vous faites un faux mouvement ou vous sentez que vous êtes hyper tendu. Mâchoire serrée, ce qu'on appelle le bruxisme. La paupière qui clignote, ça vous est déjà arrivé? Ouais. Des crampes, ça vous est déjà arrivé? Bon, eh ben vous avez épuisé votre niveau de magnésium. Au quotidien, au niveau du travail, on a des gens qui prennent du magnésium en permanence. Parce qu'ils brûlent trop de magnésium. Il faut recharger, 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 recharger. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Et si on ne recharge pas, paf, il y a de nouveau un état de tension qui se passe. Donc on a un impact sur les troubles du sommeil. On a des gens qui, grâce à du magnésium, retrouvent le sommeil. Le magnésium fait un travail sur le système nerveux pour calmer. Irritabilité, anxiété. Souvent un manque de magnésium. Maux de tête. Alors c'est pas que. Ça peut être aussi d'origine hépatique. Les picotements, engourdissements, palpitations. Alors comment reprendre? Parce que c'est ce dont il s'agit. Maintenant, on a donné des clés qui sont importantes, mais maintenant, eh bien, il est important de reprendre notre vie et notre santé en main. Je vais vous montrer une petite vidéo, ici même. Et ici, imaginez, en rouge, j'ai mis une habitude. Mettez votre addiction, vos addictions, peu importe, mettez derrière cela. C'est une addiction qui est là peut-être depuis 20, 30 ans. Et regardez, elle est là, elle persiste. Vous n'arrivez pas à l'enlever. Mais regardez ce qui va se passer. Ce n'est pas une image de synthèse. C'est une image, c'est une vidéo qui a pris littéralement avec une caméra miniature ce qui se passe au niveau, à l'intérieur du cerveau, au niveau des connexions synaptiques. Waouh! Et regardez cela. C'est votre habitude. Le sucre, les jeux vidéo, quoi d'autre? Le café, quoi d'autre? Le Nutella. Le téléphone. Et regardez. Le travail, oui. Elle va disparaître. Waouh, comment c'est possible? Comment c'est possible? Eh bien parce que cette habitude a été remplacée par une autre habitude plus forte. Imaginez un agriculteur. Il va vouloir planter, admettons, allez, il veut planter des poireaux, donc il va faire ses sillons. Et donc ces sillons, c'est les habitudes que l'on a dans le cerveau. Notre cerveau,
c'est rempli d'habitudes comme les sillons d'un agriculteur qui veut planter ses poireaux. Mais si vous faites un autre sillon, vous allez créer une nouvelle habitude. Et si cette nouvelle habitude prend plus de force petit à petit, parce qu'elle s'ancre de plus en plus dans votre quotidien et autres, eh bien vous allez voir que ce nouveau sillon, il remplace l'ancien. Ce n'est pas que l'ancien a disparu, mais le nouveau a pris plus de place. Et donc, les addictions, c'est ça. C'est ça qui se passe dans le cerveau. Quelle que soit votre addiction peut être remplacée par une nouvelle habitude, et cette nouvelle habitude efface ou en tout cas met de côté cette addiction. Donc, c'est important, vous avez ce livre intéressant, 21 jours pour changer. En 21 jours, on change une habitude. 21 jours, c'est pas énorme, hein. Et donc, c'est important de comprendre ce qui se passe dans le cerveau et que toute habitude, même si elle a été ancrée depuis le berceau, elle peut être remplacée par une autre habitude. Et c'est là où, si on conjugue l'aspect physique, l'aspect émotionnel et l'aspect spirituel, on a toutes les clés pour pouvoir obtenir la victoire sur toutes les addictions. Alors, regardez juste par exemple, j'ai mis 11 points par rapport à la dopamine et le surpoids. La dopamine, on l'a vu, c'est la principale hormone de la récompense, motivation, estime de soi. Elle est perturbée en cas de surpoids. Plus on grossit, plus la dopamine chute. Donc vous voyez que pour amener à une gestion du poids, il faut de nouveau sécréter de la dopamine pour qu'on soit plus dans le phénomène de je me gave parce que je suis en carence de dopamine. Non, quand on manque de dopamine, on perd la notion de plaisir et on mange davantage d'aliments gras, sucrés pour atteindre ce plaisir. Et ces aliments qui stimulent le circuit de récompense sont très caloriques et nous font grossir encore plus. Donc, quand on manque ou quand on est en carence de dopamine, on perd la motivation de bouger, l'envie de faire du sport, on l'a vu, on se trouve moche, gros, grosse, peu importe, on préfère déprimer dans son coin que de se bouger. Et à cause du manque de dopamine, se bouger est devenu très difficile, sinon même impossible psychologiquement. Le sommeil devient moins réparateur. Il y a un cercle vicieux qui s'instaure de plus en plus de junk food, de moins en moins d'entrain, de tonicité, de force pour sortir de là. Donc pour briser ce cercle vicieux, il faut instaurer de nouvelles habitudes, comme on l'a vu avec cette petite vidéo, qui vont offrir le même plaisir, mais je dirais même un plaisir encore plus grand. Parce qu'il y a des habitudes qui peuvent produire et générer un plaisir encore plus grand que n'importe quelle addiction. Et on va le voir que il y a quelque chose qui en 6 minutes, je pense que 6 minutes c'est pas grand-chose, va être capable de faire baisser le taux de stress de cortisol de 68%. Wow. 6 minutes, c'est rien. Ok. Donc pour briser ce cercle vicieux, il faut instaurer donc de nouvelles habitudes avec des moyens sains et peu caloriques. Il est possible de se mettre au point des stratégies simples, des gestes qui chaque jour vont s'ancrer dans nos habitudes, d'utiliser des outils à notre disposition, etc., etc. Certains aliments augmentent le taux de dopamine et sont donc recommandés pour perdre du poids. D'autres augmentent le taux de sérotonine et c'est également important parce qu'il faut travailler sur les deux. Alors comment faire ? Soyons dans le concret, pour augmenter naturellement son taux de dopamine. Alors, ce n'est pas si compliqué que ça parce que, imaginez, vous pensez que votre addiction c'est une montagne, mais cette montagne, pour la déplacer, il faut y aller petit à petit. C'est des petites victoires, et vous vous rendez compte après que la montagne elle a déjà été déplacée. Donc, il suffit de mettre en place certains réflexes. Et la dopamine étant fortement influencée par l'alimentation, l'exercice physique et de multiples petites choses telles que la programmation, planifier quelque chose mais le faire, les moments off où on se met vraiment en mode où je m'isole, notamment 6 minutes, mais je vous recommande de faire plus, vous allez voir pourquoi, je parle de ça, quelque chose où vraiment vous êtes dans un silence absolu et il n'y a rien qui va parasiter votre temps. Une bonne gestion de la lumière, ne jamais dormir avec la moindre lumière, dans l'obscurité totale. Parce que s'il n'y a pas d'obscurité totale, vous ne fixez pas la mélatonine la nuit. Donc on ne se rend pas forcément compte, c'est pas grand chose à faire, mais par contre ça peut rapporter gros.
Nous avons expliqué le rapport entre dopamine et perte de contrôle alimentaire surpoids. Voilà, donc on voit que les personnes obèses ont moins de récepteurs à la dopamine. On a vu ce qui va aussi générer la dopamine, c'est tout ce qui est fruits, légumes, les bonnes graisses, c'est tout ça. La sérotonine, donc, elle est présente à 95% dans notre système digestif et elle a une grande influence sur notre humeur. Il peut arriver qu'il y ait un déséquilibre de la sérotonine qui puisse arriver. Et lorsque le cerveau ne produit pas suffisamment de sérotonine, vous risquez d'être d'humeur maussade, d'être en proie à l'insomnie, etc., etc. Donc, c'est un neurotransmetteur qui est capital. Alors, vous avez des précurseurs de sérotonine. Le tryptophane est un précurseur qui fait de la sérotonine. D'accord? Mais l'apport seul en tryptophane n'est pas le seul facteur qui permet de produire de la sérotonine. Il faut qu'il y ait aussi des 5 acides aminés. On va le voir, le tofu, par exemple, c'est l'un des aliments les plus riches en tryptophane. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Vous voyez, les graines de lin, etc. etc. Ok. Graines de lin, graines de sésame, très très bon. Les amandes, par contre, les amandes, il faut... dans la peau d'une amande séchée, il y a de l'acide phytique, donc il faut toujours les tremper. Quelques heures, vous jetez l'eau, vous allez voir, elle est jaune, c'est l'acide phytique qui part, et puis après, vous prenez l'amande. Faut pas garder la peau. On peut garder la peau, mais il faut la tremper. Après, c'est un choix. Hop là. Alors, ce qui est intéressant ici, vous avez la proportion de tryptophane par rapport aux 5 acides aminés. Vous voyez que l'amande est plus intéressante que le tofu. Graines de courge, les noix, soja, alors il est décrié, mais bon, après, un petit peu, c'est toujours dans l'abus, il faut éviter. Riz brun, etc., etc. Donc, la clé, ça va être de changer non seulement l'alimentation, mais de changer de carburant. Parce que imaginez, vous avez une voiture, allez, vous venez de vous acheter une voiture, vous avez investi dedans, je ne pense pas qu'à la pompe, vous allez vous tromper de carburant. Hein. Elle fonctionne à l'essence. À mon avis, je doute qu'un jour vous puissiez vous dire « Ah, je vais essayer si le diesel marche ». Je ne pense pas. Hein. Par contre, c'est ce qu'on fait tous les jours avec notre corps. Notre corps fonctionne avec un carburant qui s'appelle le glucose, mais du bon glucose, et on met n'importe quel glucose. Et on a l'impression que ça va fonctionner pareil. Regardez cette petite vidéo. C'est maintenant une certitude. Avoir une alimentation déséquilibrée dérègle le fonctionnement de notre cerveau. Après une étude menée pendant 12 ans, des chercheurs espagnols ont constaté que les participants ayant consommé régulièrement des acides gras trans et des graisses saturées avaient un risque de dépression 48% plus élevé. Une consommation excessive qui pourrait provoquer la production de cytokines, c'est-à-dire des protéines mises en cause dans le développement de la dépression. Des graisses que l'on trouve dans les plats préparés, la nourriture transformée ou les frites et qui, consommées en grande quantité, ont des effets sévères sur la santé mentale. D'autres travaux français montrent que la nourriture chargée en mauvaise graisse provoque des problèmes de mémoire et des retards d'apprentissage significatifs, notamment chez les adolescents. Selon les scientifiques, ce seraient les acides gras trans qui rigidifient la membrane des neurones et perturbent les communications et le fonctionnement du cerveau. Autant de bonnes raisons d'oublier la junk food et de passer à un régime équilibré. Intéressant. C'est court, ça va droit au but, et on comprend que les graisses trans, c'est une cochonnerie, parce que notre cerveau, il souffre vraiment. Vous voyez, on a de plus en plus d'émissions comme celle-ci sur Arte, Bien nourrir son cerveau, qui montre l'importance d'avoir des acides gras de bonne qualité. Donc, changer le glucose. L'alimentation a-t-elle un effet sur le cerveau et sur le comportement? Oui, on vient de le voir. Peut-on faire des crises de rage, des accidents cérébraux, des crises de démence, devenir violent, délinquant à cause de ce que l'on mange? Eh oui. Comment guérir de troubles neurologiques, physiologiques, comportementaux en modifiant simplement son alimentation? C'était issu d'un article et qui continue. Au total, plus de 40 substances lui sont indispensables. Parmi elles, les fameux acides gras
oméga 3, participe à la structure du cerveau, ce qui fait de lui l'organe le plus gras du corps après le tissu adipeux. Pour bien fonctionner, les neurones ont besoin d'énergie, du glucose comme on l'a vu, qui est le carburant principal du cerveau. Il provient des glucides qui devraient représenter plus de la moitié de notre apport énergétique quotidien. Pour utiliser ce glucose, la vitamine B1, contenue dans les céréales, légumes frais, légumes secs, fruits secs, joue le rôle de la bougie pour faire fonctionner le moteur. Parce que si vous avez que de la graisse sans ce qui va permettre de brûler, bah vous stockez quoi. Enfin, le cerveau a besoin d'un comburant. Carburant, comburant, l'oxygène. À ce titre, le fer est intimement lié à la capacité intellectuelle car il transporte l'oxygène via l'hémoglobine du sang jusqu'à l'encéphale. Certaines études ont d'ailleurs démontré que le quotient intellectuel des nourrissons dont la mère manquait de fer était plus faible. Ça, c'est un spécialiste en neurologie et en chronobiologie qui a écrit plusieurs livres, Jean-Marie Bourg, médecin. Et il continue, le cerveau doit constamment être alimenté en glucose. Chaque jour, le cerveau utilise environ 120 grammes de glucose. En d'autres mots, près de la moitié des glucides que vous mangez servent à alimenter votre cerveau. Donc, mauvais carburant, eh bien, mauvais effet. Vous avez le docteur Blackwell, il y a une vidéo en français qui est sur YouTube très intéressante, qui est un médecin très connu aux États-Unis et qui cite une étude qui a été faite dans une prison de haute sécurité ou pas loin avec des détenus violents. Le fait d'avoir changé l'alimentation, supprimé le sucre, a changé complètement le comportement de ceux qui étaient incarcérés en prison. Waouh! Uniquement en changeant leur alimentation. Il y a un autre problème, c'est qu'on n'a pas le temps de cuisiner. Ok, c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de cuisiner, mais le problème c'est que derrière vous avez des produits qui sont bourrés de colorants. Et les colorants ont un impact direct sur notre comportement et sur notre état d'esprit. Alors, une étude d'Harvard, je pense que personne ne rejette le sérieux des études d'Harvard, c'est ton cerveau sous l'alcool. C'est une étude qui a été faite, Harvard Research on Alcohol on the Brain. Donc, quel est l'impact de l'alcool sur le cerveau? Une étude menée auprès de 3376 hommes et femmes qui a révélé que même une toute petite consommation d'alcool est associée à une réduction, voire une atrophie du volume cérébral. La moindre goutte d'alcool atrophie littéralement votre cerveau. Donc on voit que, alors on se dit oui, mais il y a le French paradoxe. On se dit oui, mais on a des études qui montrent l'intérêt du vin, etc. Cette étude est pipée. Cette étude n'existe pas. Elle a été inventée de toutes pièces. Il n'y a jamais eu d'effet vertueux du vin sur la mémoire, etc. Ça suffit déjà pour... L'alcool n'a n'a qu'un impact. Il détruit les cellules du cerveau. Il ne sait rien faire d'autre. On voit ici aujourd'hui que la réduction du volume cérébral s'intensifie avec la consommation d'alcool. Autrement dit, bien sûr, plus on boit et moins on a de cerveau. C'est ainsi que on pourrait le formuler, c'est ce que montrent les recherches, même une forte consommation d'alcool entraîne une forte, une petite, une moyenne, une faible, voilà, quelle que soit la consommation, ça entraîne une réduction du volume cérébral. Et ici, vous avez donc, sur la partie au milieu à gauche, les chercheurs ont constaté que l'hippocampe, qui est une zone du cerveau, rétrécit chez les personnes qui consomment de l'alcool, quelle que soit la quantité. L'hippocampe, c'est une partie impliquée dans la mémoire et les processus de mémorisation. Alors, je vous ai parlé d'une solution en 6 minutes. Waouh! 6 minutes. Qui veut essayer 6 minutes? Chacun. Ok. C'est pas cher payé 6 minutes. Hein. Regardez cette étude très sérieuse qui a été faite. La lecture peut aider à réduire le stress selon des recherches de l'université du Sussex. Les chercheurs ont fait augmenter le rythme cardiaque de leurs sujets par certains exercices ou tests, ce qui, soit dit en passant, est stressant. Donc ils ont mis des personnes en situation de stress. Ils ont ensuite testé différentes méthodes de relaxation, la marche, l'écoute de la musique, la lecture. Il s'est avéré que la lecture était la méthode la plus efficace pour réduire le stress. 6 minutes de lecture suffisent à diminuer le stress d'environ 68%.
Waouh! 6 minutes! Par contre, c'est pas 6 minutes sur son téléphone, parce que le téléphone, quand vous le lisez, ça crée de la dopamine et non pas de la sérotonine. Waouh! On n'est pas des êtres numériques. Avoir du numérique de temps à autre, ok. Mais le papier crée, lorsque vous lisez un livre papier, ça crée de la sérotonine. Alors, pourquoi ne pas passer 6 minutes à lire la Bible? Et donc, on a non seulement 68% de la diminution du stress, mais en même temps la capacité d'apprendre, de mémoriser des versets, des promesses de Dieu, et de voir que ces 6 minutes, eh bien, ne vont pas suffire. Il nous faut 12 minutes, 24 minutes, 48 minutes. Et plus on passe du temps, on se rend compte que la lecture de la Bible, eh bien, est un anti-stress par excellence. Et la seule réponse face à nos addictions. Donc, vous voyez que c'est intéressant de voir l'impact eh bien, de la lecture, mais je dirais encore plus de la Bible, et de la capacité de Dieu eh bien, à gérer nos émotions et à nous accorder sa paix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est cette promesse que Dieu donne. Pour venir à lui, eh bien, quoi de mieux que de le faire par la prière, par l'étude de la Bible. Vous avez ici une étude intéressante, c'est une thèse de doctorat, vous pouvez le voir ici, d'une dame qui s'appelle Laurence Desjardins. Cette thèse, alors pourquoi elle est intéressante? À double titre, parce qu'elle a été faite avec comme président, non pas comme président, mais comme rapporteur de thèse, le fameux cancérologue Henri Joyeux, qui je pense est quand même assez connu. Et c'est une thèse, vous avez le titre, Actualité médicale de la loi de Moïse à travers l'étude du syndrome d'épuisement. Donc, en quoi les règles données eh bien, à Moïse ont-elles un impact sur le burn-out et l'épuisement professionnel? Waouh! Et donc, elle a toute une partie sur quel est le meilleur anti-stress? La pratique que nous faisons tous les 7 jours? Merci. Waouh! Donc, la lecture, 6 minutes, diminue de 68% l'impact du stress, mais le fait d'avoir un sanctuaire de 24 heures dans le temps est le meilleur antidote pour pouvoir eh bien, reposer son corps, son esprit et repartir sur une base saine. Il y a le fameux Charlie Kirk qui malheureusement a été assassiné, qui a écrit un livre, j'ai reçu une copie cette semaine, Stop, au nom de Dieu, et comment la découverte du sabbat apporte la sérénité. Bon, le baseline, le sous-titre, je ne me souviens plus, mais c'est à peu près ça. Dans une interview, c'est malheureusement ce qu'on ne retrouve pas dans le livre, il déclare qu'il a essayé de se reposer le dimanche, mais ça n'avait pas du tout le même impact que le repos du sabbat du samedi. Dieu aurait pu dire, débrouillez-vous, je vous donne un jour, vous choisissez. Non. Dieu, nous voyons, est celui qui crée. Il crée l'univers. C'est celui qui veut nous recréer. Alors maintenant, on a le choix entre soit c'est moi qui définis les règles, ou soit je laisse Dieu me recréer comme lui veut me recréer. Et c'est ces règles à lui que je garde parce que je sais que là, au moins, je ne vais pas m'égarer. Malheureusement, la faculté de l'être humain, c'est toujours de tordre les choses et de se dire « je veux mettre mon grain de sel parce que je sais mieux que Dieu ». Et donc, sans aucun précepte lié à l'écriture, l'être humain a changé le jour du repos aux alentours de 200-300. Ça s'est officialisé en 321 avec l'empereur Constantin. Et toutes les églises, jusqu'au 5e siècle, observent le sabbat. C'est ce que dit Socrate le scolastique, sauf Rome et Alexandrie. Donc on a quelque chose qui est important parce que le but, c'est de faire un travail pour revenir au plan que Dieu avait déterminé, que Dieu avait donné au départ. Mais quitte à revenir au plan, autant revenir à l'original et pas à une pâle copie qui va nous faire rentrer dans un cadre qui est un cadre humain. Malheureusement, actuellement, le président américain il est en train de dire qu'il faut faire ça pour toute l'Amérique. Alors, Regarder le dimanche. c'est un élément intéressant parce que justement, ce qui paraissait impensable, aujourd'hui, toutes les États-Unis parlent de l'imposition d'un jour du repos pour revenir aux valeurs. C'est bien de revenir aux valeurs morales, de s'occuper de la famille, mais en disant c'est nous qui choisissons le jour du repos, et ce jour du repos, eh bien, ça sera le dimanche.
Donc on voit que c'est un enjeu important. La question de la guérison liée au niveau des addictions est un enjeu aujourd'hui de société, c'est un enjeu mondial parce que comment est-ce que nous voulons guérir? À moitié? En partie? Avoir encore une chaîne qui nous maintient un truc bancal? Ou est-ce qu'on veut une véritable guérison? Et pour avoir une véritable guérison, il faut aller à l'original. Il faut s'adresser au seul médecin capable de nous guérir. Et ce médecin, c'est Dieu. Et Dieu nous a dit, voilà, j'ai terminé, mais je n'ai pas encore imprimé, un livre de 400 pages sur le sabbat, avec des documents originaux, avec tout ce qu'il faut pour comprendre que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, les historiens catholiques protestants sont unanimes pour dire que c'est le sabbat, samedi, qui est non seulement dans la Bible, mais qui a été respecté pendant des siècles. Et si nous voulons être fidèles au plan de Dieu, c'est des dizaines de citations de catholiques et même de protestants qui disent il faut faire comme les adventistes, parce que les adventistes sont les seuls cohérents avec eux-mêmes en observant le sabbat. Il n'est pas nécessaire de démontrer la pertinence d'un tel repos dans la prévention des effets du stress. Ce rythme de repos doit-il être de 7 jours, 6 plus 1? Ce rythme a-t-il un fondement scientifique? Pourrait-il être différent? Nous avons vu en chronobiologie, et Alain Reinberg qu'on a cité précédemment est une référence en chronobiologie, et il montre que dans le monde, le règne animal, que ce soit l'araignée, le castor ou autre, se repose. Il y a un documentaire qui a été fait sur le castor qui se repose tous les sabbats. Donc, nous avons vu en chronobiologie, qu'outre les rythmes circadiens, l'étude fine des variations des paramètres biologiques et des sécrétions hormonales révèle encore d'autres rythmes plus lents, hebdomadaires, mensuels et même annuels. Le professeur Hallberg, pour lui, selon le professeur Hallberg, le rythme circaseptain d'environ 7 jours est particulièrement important puisqu'on le détecte même chez l'algue Acetubularia. Cela signifie que notre semaine de 7 jours est aussi celle de la Genèse biblique et inscrite dans le patrimoine génétique des êtres vivants. Si on reste sur le schéma de la théorie de l'évolution, allez, l'algue unicellulaire, elle se repose, elle a un rythme de 7 jours. Une telle affirmation mérite un minimum de démonstration. Cette découverte intervient après celle très documentée des rythmes circadiens et a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans un ciel bleu dans les milieux scientifiques tant elle était inattendue. Donc, on voit vraiment l'enjeu de ce jour du repos. Alors, avoir la victoire, pratiquement parlant, sur un plan spirituel, c'est que face à chaque problématique, vous savez, à chaque fois qu'il y a un problème, il doit toujours y avoir une solution. Un problème, une solution. Je suis frustré, je compense. Oui, mais j'ai un problème, je dois trouver la solution. Et la Bible, à chaque fois, nous donne pour chaque problème, une solution. Pour l'addiction, la Bible va nous donner quelque chose pour le doute, la peur, la frustration, l'orgueil, la critique, l'amour du monde. Pour l'addiction, la Bible va nous dire « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». C'est-à-dire que si je mets ma confiance en Dieu, je puis tout. L'addiction est bien moins forte que la puissance de Dieu et la puissance de Dieu de me sortir de ce problème-là. Le doute, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ces promesses, nous devons nous les rappeler. La peur, la frustration, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. L'orgueil, la critique, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Et l'amour du monde, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, la Bible nous montre que lorsqu'il y a le péché, d'un côté, que face au péché, l'Évangile est bien plus puissant. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Quelle que soit la force qui est en face, si Dieu est avec nous, même si l'ennemi est en nombre numérique supérieur, nous n'avons absolument rien à craindre. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alors, comment rester connecté? C'est de permettre de comprendre l'impact du microbiote, l'impact de tout ce qu'on vient de voir, comment fonctionne le cortisol, que le cortisol a besoin de magnésium pour amortir tous ces chocs.
Et je ne me suis pas arrêté là, mais je vais peut-être le faire maintenant. Aujourd'hui, moi, je travaille avec à peu près une dizaine de types de magnésium différents. Parce qu'il y a des magnésiums qui s'assimilent différemment en fonction des sensibilités intestinales. Et on travaille depuis quelques mois sur un magnésium spécifique qui va uniquement être assimilé au niveau du cerveau. C'est un magnésium breveté. Et pour les gens qui cogitent beaucoup, qui sont ou dans l'hyperactivité ou sont en train de tourner en rond, la nuit se réveillent, ça cogite, font des cauchemars, on voit déjà les retours en quelques jours. C'est assez bluffant parce que ça permet de réduire la pression. C'est comme si vous étiez sur une autoroute à 130 en première. Je ne sais pas si vous voyez le sur-régime que ça fait. Pour ceux qui ont encore des voitures manuelles. Vous voyez, c'est violent. Hein. Eh bien, vous diminuez la pression rapidement. Et ça, c'est hyper important. Donc cette connexion cerveau-intestin se fait par le nerf qui est le plus long de tout le corps et qu'on appelle le nerf vague. Et des fois, c'est comme si la connexion entre les deux cerveaux ne se faisait plus bien. Et alors, il y a des séminaires aujourd'hui, je dois avoir 3, 4, 5, 6 livres. 6 livres uniquement sur le nerf vague. Je ne sais pas si vous voyez le délire. Uniquement là. Pourquoi? Parce que si votre nerf vague ne fonctionne pas bien, eh bien vous allez tourner en rond. On a aujourd'hui, c'est les Américains, et je crois qu'en France, il y en a aussi un peu, ils ont créé, c'est un TENS, c'est un stimulateur sous l'oreille gauche qui va stimuler le nerf vague à partir de l'oreille gauche. Waouh! Alors, il y a quelque chose de très simple. Si on n'en est pas encore un nerf vague qui est complètement atrophié, c'est le matin, quand vous vous réveillez, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, qui a dit ça? Merci. De l'eau glacée. Voilà. Vous prenez de l'eau glacée pendant 2-3 minutes sur le visage. Et ça, non seulement ça vous réveille, mais ça booste le nerf vague. Ça coûte 0 et ça peut rapporter gros. C'est magnifique. C'est le meilleur activateur du nerf vague. Donc on voit que tout le système, parce que notre corps est rempli de systèmes, le système hormonal, le système immunitaire, etc. On a vu l'importance des oméga 3. Alors certains vont se dire oui, mais c'est les huiles de poisson. Pas forcément, parce qu'aujourd'hui, moi je travaille beaucoup avec des produits végétaux qui ont une qualité en termes d'oméga 3 équivalente aux huiles de poisson. Après, il ne faut pas aller n'importe où. Les graines de chia peuvent être intéressantes. Le souci dans les graines, c'est que sur la pellicule, on a, je vous ai parlé de ça sur l'amande, mais c'est pareil sur les petites graines, notamment la graine de lin, vous avez l'acide phytique. Vous avez, eh bien, c'est pour ça que certaines personnes vont moudre les graines de lin. Mais même en faisant ça, vous n'avez pas un produit de qualité. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir des oméga 3 seulement, c'est que ces oméga 3 puissent se transformer en EPA et en DHA. Le DHA, c'est ce qui va booster le cerveau. Quand on a des gens qui sont épuisés et autres, on booste avec de la DHA, alors là, ça repart très rapidement. Mais donc, pour ça, il n'y a qu'une méthode que j'ai trouvée, en étant sûr de la qualité, c'est de prendre un produit qui est tout prêt, parce que c'est très compliqué à préparer soi-même, c'est du lin germé. Le lin germé, par la germination, va faire exploser les enzymes, et dans ces enzymes, on en recherche un, entre autres, c'est la L-delta-6 désaturase, qui est une enzyme qui, lorsqu'elle est boostée par la germination, va permettre au produit fini de se transformer en EPA et DHA comme les huiles de poisson. Moi, je travaille beaucoup avec ça sur des sportifs, sur des préménopauses, ménopauses, andropauses. Ça marche très bien. Et c'est un apport de qualité. Chaque jour, une cuillère à soupe, 10 grammes. Allez, c'est pas grand-chose, 10 grammes. C'est l'équivalent de 230 grammes de thon en équivalent oméga 3. Waouh, c'est une bombe nutritionnelle. Ça ne coûte pas très cher et c'est extraordinaire. Donc, tout cela doit nous amener à une réforme, à voir des choses pratiques. On parlait tout à l'heure de la B12. Comment trouver de la B12? Parce que c'est pareil, on se dit, mais la B12, c'est que dans le monde animal. Non, la B12, on la trouve par exemple, vous achetez du shoyu, qui est des sauces fermentées. Alors, c'est ça qui est terrible, c'est que les sauces soja, vous avez les 3/4, c'est de la cochonnerie, parce que c'est du sucre, du caramel, voilà. Et c'est juste un mélange, il n'y a rien dedans. Les Japonais sont les rois de la fermentation. Le produit que j'utilise pour le microbiote, c'est 14 prébiotiques, 12 probiotiques, 3 ans de fermentation, et la fermentation développe 550 postbiotiques. C'est une bombe nutritionnelle, et avec ça, on fait des merveilles. Le soja, ce n'est pas 3 ans, c'est fermenté quelques semaines,
soja, blé, orge, souvent c'est soja ou blé. Et donc, moi j'ai nourri mes enfants avec ça, très jeunes. Ils n'ont jamais été carencés en B12, ils n'ont jamais mangé un gramme de viande. Et donc, c'est un super produit. Autre manière, c'est quand en automne, vous avez la décomposition de l'humus dans la forêt, ça, vous respirez bien, ça recharge en B12. Ou, eh bien, vous jardinez à l'automne et vous reboostez en B12. Vous voyez, il y a plein de choses pratiques. On a toujours des solutions. La clé, c'est ça, c'est qu'on puisse transformer les problèmes en solutions. Mais pour ça, il faut protéger notre lobe frontal. Il faut vraiment permettre que, quelles que soient les difficultés, eh bien, on puisse vraiment tout de suite ne pas s'écrouler parce que la pression est trop forte. Souvent, un problème, on arrive à gérer. 2 problèmes, on arrive à gérer. 3, c'est plus difficile et 4, on commence à couler. Je ne sais pas si 1, 2, ça va. 3, ça commence à être chaud et 4, il n'y a plus personne. Mais pour ça, si on prépare notre lobe frontal, eh bien, on va voir que ce n'est pas nous qui gérons, mais c'est Dieu qui met en nous les forces pour qu'on arrive à gérer les pressions, d'où elles viennent. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais la Bible nous dit qu'on est en guerre face à un ennemi qui n'a aucune règle. C'est sans foi ni loi. Et son but, c'est pas d'envoyer un problème, c'est d'envoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à ce que vous vous écrouliez, que vous abandonniez. Et après, il dit, ok, c'est bon, j'ai terminé avec lui, je passe à quelqu'un d'autre. Son but, c'est ça. Et si on prend conscience que finalement, Dieu est capable de nous restaurer, là, on devient un danger. Et donc, le but, c'est de prendre conscience de cela aussi. Mais la clé, s'il y a eu une blessure émotionnelle et que l'addiction est la conséquence d'une frustration, d'une non-valorisation, d'un problème d'estime de soi, etc., eh bien, la clé, c'est le pardon et la repentance. Tant qu'il n'y a pas de véritable pardon ou de repentance, on ne peut pas guérir. C'est impossible. Vous allez mettre la poussière sous le tapis et ça va ressurgir à un moment donné ou un autre. La clé, c'est de demander pardon et de dire « Ok, c'est terminé, j'ai fini avec ça, je passe à autre chose ». Et aujourd'hui, le souci, c'est ça, c'est que nous pouvons croire en Dieu, mais ne pas avoir expérimenté le véritable pardon. Et à chaque fois, quand quelqu'un appuie là où ça fait mal, ben ça fait mal, c'est malheureusement. Et c'est vrai que ça peut faire mal. Mais à un moment donné, on se dit, c'est plus notre problème, c'est Dieu qui gère. Donc tout ça, ce sont des éléments qu'on doit mettre en place, et donc on a besoin d'une détox totale. Une détox physique. Les cures de jus de légumes, on parle souvent des cures de jus de légumes pour nettoyer, ok, mais c'est pas que ça, c'est une cure de détox émotionnelle, une cure de détox spirituelle, ok, on met les choses à plat et on se reconstruit pour que vraiment, eh bien, on puisse vivre cela. Venez à moi, quels que soient vos sujets d'anxiété et vos épreuves, présentez-lui votre cas. Jésus communiquera à votre esprit la force de résister. Si vous êtes dans l'embarras et les difficultés, il vous donnera une issue. Avec Dieu, il y a toujours non seulement une solution, mais il n'y a jamais de labyrinthe dans lequel on ne puisse pas sortir. Peut-être qu'on est dans un tunnel et qu'on se dit, mais ça fait des semaines, des mois, des années que je suis dans ce tunnel et je n'en vois pas le bout. Il y a toujours une sortie, ne vous inquiétez pas. C'est malheureusement, quand on est dedans, c'est toujours trop long. Mais il y a toujours une sortie. Que le Seigneur nous accompagne et que nous puissions non seulement le vouloir, mais enfin pouvoir vivre la libération et sortir des chaînes de l'addiction. C'est vraiment ma prière pour chacun d'entre vous.